bonsoir tout le monde, merci d'être ici, bienvenue donc à cette présentation. Donc je vais commencer par remercier la chaire Lexoum pour leur invitation, pour la tribune qu'ils m'ont offerte ce soir. Et je vais commencer aussi par prendre quelques instants pour contextualiser un petit peu la recherche et la présentation qui est inscrite dans la recherche. Donc c'est premièrement une présentation, la conférence qui suit est une présentation des prémices d'une recherche doctorale, donc une recherche doctorale qui a commencé il y a assez peu de temps. Donc dans cette présentation, il va plus s'agir de points de réflexion, de réflexion en développement que de résultats définitifs. D'autre part, moi je proviens des sciences de l'information, donc je suis archiviste de formation, je ne proviens pas du droit. Donc c'est une recherche qui, bien que appliquée aux enjeux informationnels du monde du droit, reste une recherche en sciences de l'information. Donc mon objet d'étude majeur, ça va être vraiment l'information judiciaire en tant que telle, l'information en tant que telle. Alors sans plus attendre, le plan de la présentation qui suit les étapes logiques de la recherche, donc d'abord une définition, une partie sur la gestion, une partie sur l'indexation, et donc ce déroulement de présentation-là donc suit les étapes de la recherche également. Je vais commencer par une définition de l'information judiciaire et aussi une définition de l'information, planter un petit peu les bases, un petit peu le portrait de ce qu'est l'information avec les modèles conceptuels importants, majeurs des sciences de l'information, les théories, simplement parce que si on veut parler d'information judiciaire, on va être amené à parler d'information également, et les éléments qui peuvent nourrir des réflexions sur l'information en tant que telle vont nourrir aussi les réflexions sur l'information judiciaire. Alors, qu'est-ce que l'information? Donc, vaste propos s'il en est un, propos qui n'est ni récent ni circonscrit au Québec, et à la manière de la conception augustinienne du temps, l'information, on sait tous très bien ce que c'est jusqu'à temps qu'on nous demande de la décrire ou de l'expliquer. À ce moment-là, donc, c'est un exercice beaucoup plus compliqué. En effet, la notion d'information, c'est une notion qui n'est pas propre au domaine des sciences de l'information, contrairement à d'autres disciplines, et donc une notion qui est utilisée dans tous les champs, secteurs, domaines, disciplines, et qui est multidimensionnelle, qui est un terme extrêmement ouvert, et sur lequel pour lequel il n'y a pas de consensus dans le domaine des sciences de l'information. Donc les théoriciens des sciences de l'information nous disent depuis longtemps, c'est un constat qui revient, qu'on n'arrive pas à un consensus sur la définition, que la volonté de définir ou du moins de caractériser l'information, c'est une problématique qui revient assez souvent. Un auteur nous dit qu'il a recensé plus de 130 définitions des notions de données, d'information, de connaissances. On nous dit que se lancer dans une définition stricte de la notion d'information, c'est un exercice qui peut s'avérer assez périlleux. En revanche, ce sur quoi il y a quand même convergence, c'est que l'information, ce n'est pas une chose qui existe en soi. Donc l'information, comme un objet très précis, très circonscrit, qui serait au monde comme ça de façon autonome, ça n'existe pas. Et c'est une notion qui n'existe qu'au travers d'un ensemble de concepts, qui ne peut se définir qu'au travers d'un ensemble de concepts. Ces concepts-là, ce sont les notions de données, de connaissances et de savoir. Ce qu'on nous dit, c'est que l'information existe par rapport à ces concepts, elle existe selon son utilisation également. Donc en premier lieu, l'information, c'est d'abord un processus, donc c'est un processus d'acquisition, on dit être informé. Donc si je lis un ouvrage, je vais être en processus d'acquisition d'information. Une fois que j'aurai acquis cette information, je vais être en mesure de l'assimiler correctement, de faire des liens avec les autres lectures et de pouvoir la remobiliser au temps opportun. À ce moment-là, l'information va devenir connaissance. Elle sera toujours intangible, immatérielle, et si je veux pouvoir la partager, si je fais une lecture sur Buckland, qui est la personne qui a théorisé ce modèle conceptuel, et que je veux le partager, je vais devoir donc la rendre tangible, la rendre chose, la consigner sur un support, donc en faire une présentation, en faire une thèse, en faire un blog, la matérialiser. Et donc l'information qui existe par rapport aux autres concepts, donc les données, c'est davantage des signes isolés les uns des autres qui sont vides de sens tant qu'ils ne sont pas contextualisés ensemble. Donc si j'ai par exemple une suite de numéros devant moi et qu'elle n'est pas liée à rien, ça ne fait aucun sens, donc ça ne veut rien dire. En revanche, si cette suite de numéros-là
tout d'un coup, elle est mise en relation avec une photo, un identifiant, un nom d'institution, je vais être en mesure de me rendre compte que c'est de l'information qui peut être, par exemple, faire partie d'une carte étudiante. À ce moment-là, donc, les données contextualisées, mises ensemble, vont être créatrices de sens. Donc, on va avoir de l'information. Et si cette carte, je sais à qui elle est, pourquoi elle est là, d'où elle provient et à qui je peux la ramener ou quelque chose comme ça, ça va devenir donc de la connaissance. Et le savoir étant donc un ensemble particulier et organisé de connaissances. Dernièrement, certains auteurs nous disent que finalement, c'est pas si grave s'il n'y a pas de définition stricte en sciences de l'information, de la notion d'information, que c'est pas grave si on ne peut pas comme ça ériger une définition qui cristalliserait l'entièreté de ce que veut dire l'information. Ça serait un exercice assez compliqué et c'est pas si grave finalement. Ce qui est important, c'est de choisir le modèle conceptuel auquel on s'attache et le courant dans lequel on se place. Donc, dans le cadre de cette présentation et de ma recherche, je vais utiliser la notion d'information comme utilisée en général en Amérique du Nord par les universitaires et les chercheurs, donc comme un terme générique qui couvre l'ensemble des données, de l'information et des connaissances. Alors, qu'est-ce que le prisme des sciences de l'information peut amener aux réflexions sur l'information judiciaire? En quoi ça peut enrichir la réflexion sur la notion d'information judiciaire? Alors déjà, la notion d'information judiciaire, c'est une notion qui a émergé un peu du contexte contemporain, du contexte de la nouvelle gestion dématérialisée de l'information. Donc aujourd'hui, on crée de plus en plus de documents de façon électronique, on les échange de support, on les dématérialise, on les imprime, etc. Donc les notions de documents et d'archives traditionnelles, quoique toujours fort intéressant, ne suffisent plus à représenter la réalité vraiment informationnelle dans le milieu dématérialisé d'aujourd'hui. Donc, dans les tribunaux ou les autres organisations, on va être amené donc, à créer de l'information sous une multitude de supports. Et dans le cas des tribunaux, par exemple, on peut être amené à se retrouver avec des éléments du dossier judiciaire qui vont se retrouver en partie ou en totalité dans des bases de données. De plus, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est venue appuyer tout ça en nous disant que l'information créée de façon électronique est équivalente aux documents papier et que les bases de données sont également assimilables à des documents, etc. Donc, la notion de document s'est vraiment émancipée du support papier et la notion d'information judiciaire donc, est venue un peu chapeauter cette nouvelle réalité. À ce stade de la présentation, donc, je vais aussi prendre le temps de préciser que mon objectif, évidemment, et mes compétences ne sont pas de, à un moment donné, lire ou comprendre le droit, ni même de réévaluer d'une quelconque façon la valeur de l'information judiciaire. C'est plutôt de placer la notion d'information judiciaire au cœur d'une recherche en sciences de l'information et de comprendre donc, la nature, les caractéristiques, les fonctions, le contexte informationnel, les modalités de création, d'archivage, etc. Cette présentation tire aussi quelques réflexions d'une étude récente du laboratoire de cyberjustice, qui est une étude multidisciplinaire, qui est intéressante puisqu'elle s'intéresse à la notion d'information judiciaire en intégrant l'approche des sciences de l'information. Alors, ce que les sciences de l'information peuvent amener comme réflexion sur l'information judiciaire, c'est qu'on peut aller chercher les outils provenant des sciences de l'information ou les grilles d'analyse provenant des sciences de l'information et des sciences archivistiques qui permettent de catégoriser l'information et les appliquer à l'information judiciaire. Donc c'est un exercice intéressant qui nous permet de déconstruire un petit peu l'information en plusieurs catégories. Donc dans les théories archivistiques, toute l'information, l'ensemble de l'information qui est produite par une organisation ne se vaut pas. Ce n'est pas une information qui est équivalente. Il y a plusieurs catégories. Donc on va avoir en premier lieu les informations de gestion qui sont les documents propres à toutes les organisations. Donc les documents constitutifs, par exemple les lettres patentes, les documents de réunion, les ordres du jour, les procès-verbaux, les documents financiers et comptables, les factures, les budgets, etc. Donc cet ensemble de documentation se retrouve dans toutes les organisations, dont les tribunaux. On va également avoir l'information d'exploitation qui
qui comprend des documents qui découlent de l'activité spécifique de l'organisation. Donc dans le cadre des tribunaux, ça va être l'activité qui découle de l'activité judiciaire spécifiquement, auquel cas ce sera les informations plutôt contenues, entre autres, dans le dossier judiciaire, et les outils de gestion des causes. Donc les outils de gestion des causes, qui sont des outils créés et gérés par les greffes pour consigner l'information en lien avec une affaire, pour contextualiser une affaire. Ces deux catégories d'informations, puisqu'elles découlent de la gestion administrative et de la gestion d'affaires des tribunaux, sont de l'information judiciaire. En revanche, dans le cadre de cette recherche, le seul type d'information qui nous intéresse, c'est l'information d'exploitation, puisque c'est la seule qui a été publiée par les éditeurs juridiques et la seule donc qui témoigne du raisonnement juridique et des activités judiciaires, des activités d'affaires du tribunal. En archivistique, on va aussi parler d'information non organique et d'information organique. L'information non organique, c'est une information qui va être produite ou reçue en dehors du cadre de la mission d'organisation. Dans le cas des tribunaux, il va plutôt s'agir donc de la documentation juridique, de la documentation qui sera plutôt, par exemple, au centre de documentation d'un tribunal, par exemple, donc la doctrine, les abonnements auxquels le tribunal aurait souscrit, les revues juridiques, les recueils de législation et de jurisprudence, les bases de données des éditeurs juridiques, par exemple. On va avoir d'un autre côté l'information organique, qui est l'information qui, celle-ci, est produite dans le cadre des activités d'affaires du tribunal, donc qui découle vraiment de la mission d'affaires du tribunal. Donc on va plutôt parler ici des jugements, de l'ensemble des décisions produites par les tribunaux, des bases de données, des cours. Donc, et l'information organique, donc c'est celle qui est considérée comme de l'information judiciaire ici. Parler des bases de données des cours, et ça m'amène à parler de la gestion de l'information judiciaire. Et pour en parler, je vais prendre un exemple concret, puisque la gestion de l'information judiciaire dépend aussi finalement du type d'information dont on parle, dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. Et donc prendre un exemple concret paraissait plus intéressant à ce niveau-là. Donc l'exemple dont il est question, c'est le document, le constat d'infraction. Donc le constat d'infraction est un bon exemple d'information d'exploitation, d'information judiciaire, puisque c'est une information d'exploitation qui est issue de l'activité judiciaire. C'est une information organique qui est créée par un officier public dans le cadre de la mission judiciaire, et c'est une information qui est contenue dans le dossier judiciaire également. L'exemple du type de gestion dont je vais parler, c'est la gestion dématérialisée des constats d'infraction à la fois électronique et papier à la Cour municipale de Québec. Cette étude de cas est tirée d'une recherche plus large, donc c'est des données qui sont tirées de cette recherche-là. Et recherche pour laquelle donc, la Cour municipale était partenaire, puisque la Cour municipale, donc, comme vous savez, est vraiment pionnière en matière de dématérialisation de la justice. Donc c'est un exemple très intéressant puisque ça permettait de voir la gestion intégrée entre des documents qui sont créés papier et des documents qui sont créés électroniques. Donc la photo ici, c'est l'ordinateur qui est dans le véhicule de patrouille sur lequel l'agent de police va créer son constat d'infraction électronique. Donc ici, un schéma donc, très bref et très simpliste, mais pour bien illustrer finalement la gestion intégrée de ces deux constats. Donc on a d'un côté notre constat qui est créé électroniquement par l'agent de police, puis qui va être ensuite imprimé, la version imprimée étant la version papier qu'on va glisser, qu'on va coincer sur le pare-brise des voitures. Et d'un autre côté, donc, un ensemble de constats d'infraction qui sont encore créés en version papier et qui vont être par la suite numérisés pour pouvoir être ajoutés au dossier d'infraction électronique dans la base de données de la Cour. Donc, ces deux constats d'infraction-là, bien que étant produits, étant créés sur des supports différents, vont avoir un traitement qui va être effectué au cours de leur cycle de vie, donc ils vont être amenés à changer de support et à se retrouver finalement archivés en version électronique dans le dossier d'infraction électronique. Ça m'amène à parler du cycle de vie du dossier d'infraction. Le cycle de vie, c'est une notion qui est aussi importante à prendre en compte en sciences de l'information, puisque
L'information, elle est toujours amenée, elle est amenée à être produite, à être créée, à subir des changements de support, pour finalement être détruit, tout stocké ou archivé. Donc il y a un cycle de vie qui est important à prendre dans la gestion d'information. Et pour cet exemple concret, donc, le cycle de vie de ces infractions, il est relié, il concorde avec le déroulement de la procédure pénale. Donc la création du constat, ça va introduire la procédure pénale. Donc dès que l'agent va constater une infraction et créer son constat, automatiquement il y aura un dossier d'infraction qui correspondra au même numéro d'infraction qui sera créé dans la base de données. Et ce dossier d'infraction-là va toujours être complété au fur et à mesure de la procédure avec toutes les pièces adéquates. Donc il va se mettre à jour comme ça avec l'ensemble des pièces, donc les plaidoyers, les culpabilités, les non-culpabilités, les frais, etc. Et une fois que la procédure va aboutir, donc après acquittement, si le contrevenant est en cours ou après le paiement des frais, la procédure va être close et ainsi sera le dossier d'infraction. C'est sûr que parler de la gestion des constats d'infraction, de la gestion intégrée des constats d'infraction, c'est un bon exemple aussi par rapport à ce que je disais avant, donc pour montrer la multiplicité des supports et vraiment illustrer aussi en quoi l'information, comment la notion d'information judiciaire a pu émaner de tout ça, parce que dans cet exemple-là, on pouvait voir que finalement on se retrouve avec des documents sur différentes plateformes, en différentes versions, sur différents supports, des documents qui vont être créés électroniquement, puis imprimés, puis redématérialisés, d'autres en papier, puis numérisés. Donc ça illustre très bien la complexité de la gestion documentaire dans les environnements dématérialisés, surtout dans les tribunaux, et en quoi la notion d'information judiciaire est donc venue émerger de cette réalité. Pour parler d'indexation, donc l'indexation en soi, c'est une étape essentielle de l'analyse documentaire. L'analyse documentaire qui consiste à faire émerger, à décrire le ou les sujets d'un document, et qui comprend l'indexation, la condensation, donc la production de résumés, et la classification comme étant ces étapes essentielles. Dans le contexte actuel de volume d'informations pharaoniques disponibles sur Internet, les modèles d'indexation et une indexation pertinente est vraiment essentielle pour pouvoir avoir une représentation manipulable et maîtrisée de l'information, pour pouvoir avoir l'impression au moins d'organiser un petit peu les corpus documentaires, puisque la recherche exhaustive il n'y a plus de temps humain pour faire aucune recherche exhaustive aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin de cette représentation-là pour nous orienter dans nos recherches. Donc premièrement, nous permettre de savoir si dans ce corpus documentaire-là, il y a le document que je cherche, et d'autre part, pour pouvoir distinguer les documents pertinents des documents qui ne sont pas pertinents. En soi, l'indexation permet la diffusion à grande échelle, la réduction des délais de publication, donc que ce soit pour les tribunaux ou pour toutes sortes d'organismes, c'est évidemment quelque chose à gagner. Les bénéfices de la publication d'informations judiciaires en soi, de l'information judiciaire spécifiquement, il y a des bénéfices pour le chercheur qui provient du public, donc qui va avoir le chercheur qui provient du public ou qui provient d'autres disciplines que le droit, qui n'est pas juriste. Le chercheur va avoir donc tout un éventail de besoins très personnels pour aller chercher l'information judiciaire. Donc, par exemple, soit une cause aura fait grand bruit dans l'actualité et on sera intéressé à aller chercher les jugements, ou le chercheur aussi de plus en plus, afin de préparer son passage en cours, va aller se renseigner, va aller voir la jurisprudence, les jugements. Pour le juriste également, c'est important la publication d'informations judiciaires. Dans le cadre de son travail, en 1997 aux États-Unis, il y a eu une recherche empirique auprès de juristes qui concernait donc leur utilisation des bases de données juridiques et qui mettaient en valeur leur fort contentement de ces outils. Ils étaient très satisfaits puisque une grande partie des juristes à ce moment-là, en tout cas dans l'étude de cas qui est présentée, utilisaient encore beaucoup les manuels papier, et donc les juristes et les avocats interrogés trouvaient que les bases de données juridiques avaient beaucoup plus de fiabilité, entre autres grâce aux mises à jour très récentes et par rapport aux manuels papier, et puis présenter une source rapide pour les citations.
En 2016, le rapport annuel de Socige nous dit que 47% des accès au portail Socige, donc à l'environnement qui est destiné à la recherche des professionnels, donc 47% de ces accès-là provenaient de cabinets d'avocats et de tribunaux. Donc 20 ans plus tard, il nous semble, ça semble confirmer la tendance selon laquelle les bases de données, l'utilisation des bases de données à des fins de recherche et à des fins de recherche dans le cadre du travail des juristes est toujours utilisée et toujours pertinente pour les juristes et les avocats. Dans le cadre de cette recherche, le Québec est un terrain d'étude privilégié, puisque c'est la province qui diffuse le plus de décisions en ligne, grâce entre autres à Socige, qui est le modèle qui est le dépôt centralisé unique et unique guichet dans le fond centralisé de la jurisprudence au Québec. Plus de la moitié des décisions publiées sans frais au Canada émanent du Québec. Donc le Québec est un gros joueur dans l'édition juridique. Ici, une représentation très schématisée également qui visait surtout à montrer la place du traitement documentaire, donc de l'indexation et de la classification dans le processus de réception de l'information judiciaire par Socige. Les tribunaux judiciaires et administratifs du Québec aujourd'hui expédient tous donc une copie des décisions motivées à Socige, telles que prévues par le règlement sur la diffusion d'informations et sur la protection des renseignements personnels. Et Socige va donc recevoir cette information brute sur laquelle donc, il va exercer tout un ensemble, tout un traitement, dont un traitement documentaire, donc une indexation à ce niveau-là, pour ensuite redistribuer l'information aux éditeurs via les services aux éditeurs et publier l'information sur sa plateforme. Le contexte actuel, donc, on est dans un contexte d'accroissement de l'information en ligne. La diffusion de la jurisprudence s'est progressivement généralisée au cours des 25 dernières années. On va voir aussi une informatisation progressive des archives et des outils qui, jusque dans les milieux des années 70, étaient encore créés en version papier, comme les primitifs, par exemple. On a une augmentation du nombre de décisions rendues par les tribunaux. En 2016, le fonds documentaire de Socige comprenait déjà plus de 1,4 million de décisions. Chaque décision qui arrive chez Socige va aussi être agrémentée d'hyperliens par les indexeurs, donc des hyperliens qui vont pointer vers des textes de loi cités, vers d'autres décisions, etc. Donc, une amplification de l'information qui va être publiée et disponible en ligne. Dans ce contexte-là, la tendance qu'on estime, c'est que le volume de jurisprudence produite et publiée ira en accroissant, ira en augmentant. Ce qui nous met un peu dans la position, en ce moment, une position un peu problématique, qui est que l'ampleur des corpus finissent par non pas entraver la recherche, mais compliquer un peu la recherche en ligne, la rendre un peu laborieuse. Donc ça crée un nouvel enjeu pour l'indexation d'informations judiciaires par rapport aux modèles d'indexation qui sont en place en ce moment. On nous dit que certains observateurs appréhendent une crise des sources qui mettrait en péril l'accès au droit et son effectivité. En effet, si l'information judiciaire est présente en ligne mais que personne arrive à y accéder, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que les gens, autant l'ensemble des citoyens comme les juristes ou les avocats, dans le cadre de leur travail, puissent accéder à l'information, trouver la bonne information au bon moment, dans des délais assez raisonnables. Il y a un projet de conception et d'évaluation d'un nouveau modèle d'indexation d'informations juridiques qui a débuté dernièrement, qui est un projet qui émane de la faculté de droit de l'Université Laval, en lien avec l'EPSI et avec une université en Allemagne, et qui vise donc à nourrir un peu, à enrichir les réflexions par rapport à ces questions-là d'indexation d'informations judiciaires, et qui viserait éventuellement à aller puiser peut-être dans les sciences de l'information quelques réflexions intéressantes pour éventuellement changer un peu les modèles d'indexation, ou en tout cas nourrir la réflexion sur de nouveaux modèles d'indexation. Donc ça, c'est un projet qui se passe en ce moment, donc c'est à suivre. Et donc sur cette ouverture, je vous remercie de votre attention.